Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Question de sport. Question de sport qui reçoit pour vous les plus grands dirigeants sportifs de ce monde. Et aujourd'hui, nous allons parler de la balle au panier. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau pour vous le président de la Fédération guinéenne de basketball, M. Sakoba Keita, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Et merci de répondre à notre invitation. Merci. Eh bien, pour m'accompagner, notre spécialiste basket, David Chopen Bangoura. Bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir à vous, Balamine, bonsoir à tout le monde. Eh bien, Monsieur Keita, pour démarrer, l'actualité reste dominée par les playoffs du championnat qui ont démarré au Palais des Sports du stade du 28 septembre. D'ailleurs, il faut préciser que ce mardi, ces demi-finales vont démarrer avec de belles affiches, hein, mardi et mercredi. Parlez-nous pour commencer de cette innovation. Pourquoi avoir pensé à un play-off? C'est une première dans notre championnat. Bon, d'abord, je tiens à remercier la radio Télé 6 Médias qui ne cesse d'aider un peu toutes ces fédérations, j'allais dire locales, à passer un cap, à rentrer dans l'ère moderne. Vraiment, merci à vous, parce qu'aujourd'hui, le basketball est suivi à travers le monde entier, grâce un peu aux différents bouquets sur lesquels on a 6 médias. Et grâce un peu à 6 médias aujourd'hui, ces matchs sont totalement diffusés en direct. Pour revenir à votre question, M. Balamine, c'est vrai, c'est une innovation. Aujourd'hui, nous commençons les playoffs, j'allais dire, de l'ère moderne, parce que le basketball guinéen a passé un palier, un grand cap. Aujourd'hui, nous avons des compétitions que nous organisons de façon régulière et il y a un engouement total. Aujourd'hui, pour le basketball en Guinée, les clubs aussi se sont améliorés. Ils ont investi beaucoup dans la qualité des joueurs, dans la formation, dans l'organisation. Et cela nous permet aujourd'hui d'avoir des matchs de qualité. Vous l'avez annoncé ce soir. On démarre les demi-finales de notre play-off avec des matchs de haut niveau. Tu as MBC qui va croiser le fer avec l'équipe de DBA. Tu as le SLAC qui va rencontrer Koumandian, qui est un ancien, qui a longtemps participé à la Ligue africaine des champions, aujourd'hui qui renaît des cendres, et tu as le SLAC aujourd'hui qui tient aussi à confirmer son leadership sur le basketball guinéen. Donc c'est un très grand combat qui nous attend ce soir. Un très grand combat, un match d'ailleurs que nos téléspectateurs ont pu vivre hier sur 6 TV. Oui, Président, avec ces affiches, SLAC, BAC, vous avez également DBA qui joue contre la meilleure équipe de la saison régulière MBC. Est-ce que pour vous, ce sont les meilleurs qui sont retrouvés dans ces playoffs? Oui, sans se tromper, les meilleurs sont là. Et à ce niveau, je pense que le hasard n'existe plus. C'est seuls les meilleurs qui résistent. Parce qu'après une très longue saison, le basket, c'est ça, c'est les playoffs. C'est là la conclusion. Et c'est là tout va se jouer. Et ces demi-finales se joueront en 3 matchs. Donc il faudra gagner 2 matchs pour être en finale. Donc d'où encore il y aura compétition, il faudra être solide, il faudra avoir des jambes, il faudra avoir l'esprit de compétition, surtout il faudra se battre. Alors M. Keita, on se satisfait aujourd'hui de l'avènement de ces playoffs, mais n'oublions pas que jusqu'à un passé récent, ce championnat a toujours été irrégulier. Pourquoi? Bon, le championnat a été toujours irrégulier, c'était un combat continu, le manque de moyens, le manque de financement, le manque d'accompagnement. Mais nous avons compris très tôt que c'est à nous de trouver les moyens pour faire jouer les jeunes. Donc cela a pris du temps. On a construit brique par brique, petit à petit. Et d'où aujourd'hui nous avons, j'allais dire, on arrive à trouver des tout petits moyens encore. Ce n'est pas encore ces gros moyens que nous cherchons. Et aujourd'hui, nous avons un sponsor qui s'appelle Orange, qui aussi accompagne le basketball. Donc tout cela nous permet d'avoir aujourd'hui un calendrier, je vais dire, régulier et qui permet à la Guinée d'être sur tous les fronts, sur le plan national et sur le plan international. Nous vous pardonnons bien évidemment d'avoir cité votre sponsor puisqu'il accompagne le sport. Mais parlez-nous de ces clubs. Comment sont-ils organisés? D'où viennent-ils? Généralement, ce sont les écoles qui se constituent en club et qui sont beaucoup plus dynamiques, c'est ça? Bon, les clubs en Guinée, en général, c'est des privés. C'est des privés, c'est des mécènes, c'est vrai. Des fois, c'est des mecs moyens, c'est des passionnés de basketball, soit des anciens joueurs ou des amateurs de basketball qui constituent un club. Et des fois, qui ont de très longues durées de vie. Et aujourd'hui, ils sont tous... et la fédération a amélioré les pratiques, c'est-à-dire il faut avoir des licences, il faut s'inscrire régulièrement. Toute la documentation qu'il faut à un club professionnel aujourd'hui pour être affilié à une fédération moderne. Donc,
au fil des années, on professionnalise notre institution et cela se passe très bien. Le seul défaut aujourd'hui que nous avons, c'est le manque d'infrastructures CRIA, ce qui est visible. Nous n'avons pas encore ces grandes salles qui nous permettent d'organiser ces grandes compétitions un peu sur Conakry pour encore améliorer. On espère, c'est un combat continu, on espère qu'on aura l'accompagnement. Le ministère s'attelle à cela pour doter un peu la Guinée d'infrastructures modernes à court terme pour nous permettre d'organiser des compétitions extrêmement modernes. Il y a pourtant eu récemment la rénovation du Palais des Sports où se joue le championnat guinéen. D'où est venu cet investissement? Bon, parallèlement à ma fonction de président de la fédération, nous avons une ONG qui s'appelle Guinée Basket. J'ai beaucoup de collègues français, vénézuéliens et d'autres nationalités passionnés de basketball qui prennent le temps pour rechercher des fonds à travers la Guinée surtout et à travers l'international aussi, mobiliser des fonds à travers des amis pour investir un peu dans le développement local. Donc c'est ce qui fut fait et petit à petit nous avons avancé, nous avons pu rénover le Palais des Sports. Si vous avez remarqué, nous avons un grand chantier aussi en plein air que nous essayons de rénover, 3 stades jubilés avec peut-être un toit. Et la semaine dernière, on était aussi du côté de Kindia. L'ONG Guinée Basket a illuminé la salle de Kindia et nous avons encore eu déjà des tôles translucides que nous allons encore poser encore cette semaine. Donc on aura une salle de Kindia déjà fonctionnelle et nous avons déjà envoyé 2 panneaux neufs, 2 stands de basketball. Et on va envoyer encore, je pense, dans moins de 2 semaines, un tableau électronique encore neuf dans la salle de Kindia et faire une petite couche de peinture et à court terme, prier Dieu encore que d'autres personnes nous accompagnent. Et surtout, aujourd'hui, nous réclamons le matériel, pas de l'argent liquide. Donc, ce qui est totalement intéressant et les gens sont sensibles à cela. Donc, on a besoin encore, je profite de votre antenne pour lancer un appel pour les ressortissants de Kindia ou d'autres passionnés de basketball, de les aider à avoir un revêtement sol pour la salle de Kindia et cela nous permettra très rapidement encore d'aller rejouer notre championnat sur Kindia et on espère encore voir 6 médias du côté de Kindia très prochainement au point direct de Kindia. Je pense que cela encore va redonner encore un nouveau boom au développement du basketball en République de Guinée. Alors, en dépit des difficultés citées, on remarque quand même que vous évoluez constamment. Il y a d'ici là 2 saisons, vous étiez à 6 équipes en première division. Après l'année dernière, c'était à 7 ou 8 équipes comme ça. Cette année, vous êtes à 9. D'où vous trouvez cette force de se dire, écoutez, malgré les difficultés, il faut quand même qu'on augmente le nombre d'équipes? En fait, nous sommes, j'allais dire, on est mentalement pauvres. On n'est pas pauvres en Guinée. Hein. Les Guinéens, c'est un peu riche, c'est un peu fier. Et moi, il faut se mettre au travail. Au lieu de se plaindre, il faut travailler. On a toutes les ressources. Voilà, je suis dans un studio de télé flambant neuf qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Je pense qu'il n'a rien à envier aux autres chaînes africaines. Donc, vous dites que nous ne sommes pas pauvres. Hein. On peut faire toujours mieux. Ceux qui travaillent, il faut se mettre au travail. On a les ressources sur place. Il faut faire cotiser tout le monde. Je dis aux gens, chacun paye 10 litres pour se rendre au stade. 10 litres, c'est environ 100 000 francs guinéens. Et ils ont un problème pour payer 10 000 francs guinéens pour assister au match. Voilà le problème. C'est que c'est un blocage mental. Et tout en cotisant, et c'est qu'on fait quotidiennement. Moi, 2 fois, je préfère, au lieu d'acheter par exemple un billet d'avion pour aller à New York ou aller à Paris, avec ce même billet d'avion, tu commandes 1000 ballons. Et ces 1000 ballons permettent de développer 1000 jeunes. Voilà un peu ce qu'on fait au quotidien. C'est de la logique. Moi, je travaille beaucoup sur la logique et cela nous permet de nous développer. Et je dis aux gens, tu prends ton avion, tu vas à Paris pour mendier 500 ballons, tu vas mendier et tu payes $1000, $2000 de billet, tu payes $1000, 1000 euros d'hôtel, ça te fait déjà 3000. Ces 3000, quand tu les investis localement, ça te fait 30 millions. Et ces 30 millions, ça te permet de mettre un club guinéen en place. Donc voilà. C'est vrai que de temps en temps, il faut faire des missions qui sont utiles et essentielles, mais il faut toujours il faut faire l'investissement judicieux pour nous permettre d'avancer. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un modèle qui réussit petit à petit, parce qu'aujourd'hui, même là, présentement, je vous parle, on a une grande formation d'arbitres déjà qui se passe du côté du Palais des Sports de Stade 27 ans. On a les 2 meilleurs arbitres africains qui sont sur place. Donc vous dites que tout cela est dû à la confiance un peu de la fédération internationale. Donc on travaille et nous on ne recule pas. On fera tout pour hisser le basket au maximum. Et à court terme, aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le basket pour les gérer par une seule entité qui s'appelle FIBA Monde. À l'époque, on avait FIBA Africa qui gérait le basket africain. Donc on se contentait de la version africaine. Quand Balamid veut jouer, on a un peu d'argent, on dit il faut se retrouver. Maintenant, le calendrier vient de FIBA Monde, c'est-à-dire les calés. Si tu as les moyens, tu arrives. Tu n'as pas les moyens, tu ne viens pas, tu es éliminé et on s'en fout et on ne tient pas compte de toi. C'est à l'image du basketball américain. Parce que le défi aujourd'hui, c'est de rattraper le plus tôt
le basketball nord-américain, la NBA. La NBA pèse plus de 5,5 milliards d'euros et tout FIBA, la FIBA pesait moins de 50 millions d'euros. Vous voyez un peu le lien. Et aujourd'hui, la FIBA est en train de remonter la pente avec l'esprit FIBA One. Donc aujourd'hui, la Guinée, la France, l'Amérique, même enveloppe. Et aujourd'hui, on a droit à la même formation. On a le même branding sur les stades quand il y a des compétitions FIBA et il y a des journées FIBA. Donc pour ne pas déconnecter, on est obligé aujourd'hui de travailler et tout se fait en ligne. Même l'enregistrement des arbitres se fait en ligne. Aujourd'hui, les instructeurs viennent de Genève. Donc on n'a plus droit à l'erreur si on veut suivre le train. Voilà un peu d'où on est totalement obligé de se réveiller, de nous mettre sur nos deux jambes et de courir maintenant. Justement, on vous entend souvent parler de gros sous, de manque de moyens, notamment financiers. Cela m'amène à vous demander d'où tirez-vous vos ressources pour faire fonctionner la fédération et organiser vos compétitions? Bon, le secret, effectivement, c'est vous. Et c'est toujours les ressources humaines, c'est les bonnes volontés. Par exemple, on a à force d'abattre un travail, je dirais pas pour nous lancer des fleurs exceptionnelles, mais on travaille quand même bien. Tu as de bonnes ressources aujourd'hui qui viennent. D'abord, dans ma fédération aujourd'hui, tu as beaucoup de ressources humaines qui apportent en expertise et c'est des hommes totalement de qualité qui ont un savoir-faire. Donc tout cela, là, j'allais dire gratuitement. Donc chez nous, c'est un très grand plus. J'ai la chance d'avoir aussi, je ne le cache pas, d'où je tiens toujours à vous remercier, et un peu l'apport des médias aussi, parce qu'aujourd'hui, on profite aussi de ces médias qui nous font des directs, qui nous font des reportages. Tout cela, je veux dire que c'est à 75%, je ne dirais pas gratuit, mais c'est de l'additionnel. Et il ne faut pas cacher aussi que le ministère, malgré qu'ils n'apportent pas peut-être les moyens de temps souhaités qu'on attend d'eux, nous aide aujourd'hui à nous prendre en charge en titre de transport. Donc on fait le tour, pratiquement on arrive à participer à toutes nos compétitions, à honorer notre présence de toutes nos compétitions sur le plan international, ce qui est une grande victoire. La Guinée aujourd'hui est passée par Addis, par Yaoundé, par Bamako tout récemment. On a fait pratiquement le tour de l'Afrique. Donc vous dire qu'on existe partout et ces moyens. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'un sponsor. Petit à petit, les sponsors commencent à venir et tout cela est dû un peu à la visibilité que nous donnons un peu à notre basketball sur le plan national. Alors, dans d'autres fédérations, on se cotise pour faire fonctionner la fédération. Alors, la question des balamines, est-ce que chez vous aussi c'est la même chose, à part les sponsors et surtout le ministère aussi qui vous accompagne? Non, il ne faut pas se le cacher. C'est vrai que c'est notre vie qu'on y met, c'est-à-dire c'est notre salaire, c'est notre dépense au quotidien qu'on y met, mais ça aussi c'est la passion qui le fait. Je pense que vous faites les mêmes sacrifices parce que des fois moi aussi je vous vois dans des conditions extrêmement pénibles. C'est vrai que vous avez des salaires hautes, mais la passion l'emporte. C'est-à-dire tu abandonnes toute ta famille à 4 h du matin, tu as l'antenne. Moi des fois je me demande si c'est du différé, d'autres te disent non, 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 c'est du direct, le monsieur il est là. Donc vous dire que c'est la passion et c'est ça qui va nous faire avancer. Si vous avez vu, moi je prends toujours l'exemple sur nos dévanciers, je dis si vous voyez que nous sommes indépendants aujourd'hui, c'est d'autres qui se sont fait tuer, qui se sont fait sacrifier. Donc on évite de faire des calculs, on se met devant et nous sommes des dirigeants, nous sommes élus un peu pour ça, pour faire avancer. Et surtout nous dans nos cas, les gens nous ont utilisés pour notre savoir-faire, pour le management que nous avons. Donc au quotidien, il faut qu'on réfléchisse au quotidien et surtout bien travailler. Et cela amène les gens non seulement à nous aider, et nous aussi, Dieu nous donnera toujours de petits moyens pour aider à tirer nos frères, nos compatriotes, leur donner le sourire et surtout les amener à aimer ce sport-là que nous aimons tous tant. Quand on vous observe ou quand on vous écoute, on a, à tort ou à raison, le sentiment que vous êtes beaucoup plus focalisé sur le basketball d'élite, le championnat, les équipes nationales. Dites-nous, quelle place occupe la formation dans votre politique, justement, dans vos projets? Aujourd'hui, nous sommes pas... pour la formation, on a la chance d'avoir d'ailleurs un instructeur local au nom du directeur national des sports, M. Lansine Kabasan Keita, qui organise minimum 2 à 3 formations de façon annuelle. Et sur le plan international aussi, il y a moins de 3 à 4 mois, je pense que c'est passé encore sur votre chaîne, on avait l'un des meilleurs entraîneurs au monde yougoslave qui était là, un ancien entraîneur de l'équipe nationale de Yougoslavie, qui est venu encore former nos entraîneurs. Donc la formation est totalement au cœur de notre développement. Même nous, les managers, on voyage beaucoup pour assister à plusieurs formations durant toute l'année. Donc on le fait de façon continue. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, au Palais des Sports, j'ai une formation de 5 jours encore pour mettre mes arbitres à niveau. Et là, c'est maintenant, j'ai tous les meilleurs arbitres, et les 2 meilleurs arbitres africains qui sont sur Conakry pour former et aider un peu nos jeunes arbitres à aussi passer un cap. Parce que quand tu n'as pas de bons arbitres, tu as des difficultés, les joueurs jouent faux.
Donc le développement est totalement au cœur de notre... la formation est totalement au cœur de notre développement. Et de façon continue, on le fait. Mais aujourd'hui, Balamine, je vous l'ai dit, c'est dommage. Mais les canards boiteux, on n'a plus le temps pour les attendre. C'est dommage. Et la Guinée, malheureusement, les gens sont dotés d'un logiciel révolutionnaire qui nous fatigue jusqu'à présent. Les gens pensent que c'est la fédération qui doit les former. Les gens pensent que c'est à nous d'aller former pratiquement le club. Les gens pensent que c'est à nous d'aller leur donner des ballons pour jouer. Les gens pensent que c'est à nous d'aller acheter des maillots pour les faire jouer. D'autres me pensent qu'il faut qu'on les réveille le matin pour les faire leur footing. Voilà. Bon, il faut qu'on arrive au niveau du professionnalisme. On n'a plus le temps. Et votre chaîne, vous n'avez pas attendu 20 ans aujourd'hui pour vous exprimer parmi les meilleures chaînes de Guinée. Sinon, vous pouvez passer comme les autres le font, acheter d'abord une caméra, faire de la production, petit à petit. Non, aujourd'hui, c'est l'élite. Pour être sur le bouquet canal, il y a un cahier des charges à remplir, il faut le faire. Donc, c'est le même cas chez nous. Si tu ne te réveilles pas pour t'entraîner, pour courir, pour te donner un équilibre, une vie saine, tu ne seras jamais un meilleur joueur. Oui, mais donc, comment? Pourquoi la fédération et les clubs ne parviennent pas à attirer justement ces sponsors, ces partenaires-là? C'est un manque d'agressivité, c'est un management qui est défaillant. Comment vous l'expliquez? D'abord, la Guinée, la mentalité guinéenne reste la mentalité guinéenne. Donc, on se bat au quotidien pour faire bouger les lignes. Ça, c'est un combat aussi continu pour nous. Et je pense que c'est très, très difficile. Et chaque expert qui vient nous fait le constat, président, vraiment, c'est totalement difficile parce qu'ils voient que les formateurs se battent pour chercher soit des sifflets, soit des t-shirts. Et le combat, il est ailleurs. Mais ça aussi, c'est dû un peu à la misère que nous vivons deux fois au quotidien. Donc, ça va aller doucement. Et aujourd'hui, nos arbitres ont compris. Le combat est ailleurs. Ils sont en train de se battre. Ils sont en train de suivre cette formation avec beaucoup de force et d'énergie. Ils ont vu que cela fait un petit temps qu'ils sont totalement déconnectés. Ils sont laissés sur place. Donc, ils sont en train de se battre. Et je pense que ces stages vont les permettre aujourd'hui de passer un cap. Et dans moins d'une année, on aura des arbitres de très haut niveau sur Conakry parce que ça va très vite. Et du côté des entraîneurs aussi, les entraîneurs font beaucoup d'efforts. On a des entraîneurs aujourd'hui qui n'ont rien à voir aux entraîneurs maliens et aux entraîneurs sénégalais. Mais le problème, c'est qu'à Bamako, par exemple, Bamako, ville, tu as déjà 200 centres de basket uniquement que sur Bamako. Donc, cela dit quoi? Cela dit que tu as déjà au moins 200 entraîneurs actifs et qui ont un niveau. Et Conakry, tu n'as pas 50 entraîneurs. Voilà. Donc, on se bat. Mais malheureusement, ici, ce n'est pas encore rémunéré. Donc, c'est très difficile, c'est amateur. Oui, donc, justement, pour revenir un peu à ma question, la Guinée est un pays minier, il y a de grosses sociétés minières ici, il y a de grosses boîtes. Pourquoi ces boîtes-là ne viennent pas dans le basket? Pourquoi ces sociétés ne sponsorisent pas le basket? Comment vous l'expliquez? Est-ce que, justement, c'est un manque d'agressivité de votre part? Vous ne parvenez pas à les convaincre? Pourquoi? Moi, j'utilisais le mot tout à l'heure. Moi, je pense que c'est un point de mentalité. Parce qu'au-delà du sponsoring, il y a le social qui doit primer. Tu as des villes, par exemple, minières comme Sangaredi, comme Kamsa. Aujourd'hui, les meilleures équipes de la Guinée devaient venir de Kamsa, de Sangaredi. Malheureusement, même hier, j'en parlais avec certains amis qui me disaient « Oui, le basketball évolue à Sangaredi ». J'ai dit « Non, ne vous trompez pas. Vous n'allez jamais prendre des joueurs de Sangaredi pour venir battre les joueurs de Conakry. Vous n'allez jamais prendre des joueurs de Kamsa pour venir battre les joueurs de Conakry. » J'ai dit « Ça prendra 100 ans. Vous n'allez pas le réussir. » Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on joue un basketball d'élite. Tu ne formeras pas des jeunes qui sont de Bokeh, des Soussou pour venir battre les jeunes de Conakry ou à Kankan, des Malinké ou à l'Abbé des Peuls pour venir. Non, ce n'est pas possible. Si tu veux avoir une bonne équipe, c'est de mettre les moyens, recruter un entraîneur de haut niveau, c'est comme ça. C'est recruter des joueurs de bon niveau. Ils peuvent venir de Kankan, de Kouroussa, de Conakry. Et tu fais une excellente sélection, même de Bamako et de Dakar. Tu fais une très grande équipe. Tu mets un bon staff en place et tu vas à la conquête de la Guinée et de l'Afrique. Tu vas réussir. C'est un peu comme chez vous. Pratiquement, vous avez tous les meilleurs journalistes sportifs qui se sont donné rendez-vous un peu à 6 médias. D'où un peu le succès que vous aviez. N'est-il pas de votre devoir justement d'établir ou de rétablir cet équilibre entre la capitale Conakry et les villes de l'intérieur? Le malheur aussi qu'on a aujourd'hui en Guinée aussi qui est exceptionnel, c'est rare de voir des dirigeants passionnés. Et ça, c'est un gros problème que nous avons. Et moi, c'est un combat continu. Je passe mon temps à faire le bureau de tous les directeurs. Ça, je me bats, même en m'écoutant, ils me reconnaîtront. Je me bats au quotidien pour les inciter à aider, pas seulement le basket, mais toutes les autres disciplines. On a besoin de fierté nationale. Quand il y a des équipes angolaises qui voyagent, c'est marqué sur tous les moyens. Sonangol, qui
qui est la grosse compagnie pétrolière, c'est-à-dire d'Angola, qui sponsorise et qui soutient et qui donne la fierté à toute la nation angolaise. Donc voilà, mais l'Angola n'est pas forcément une foot de guerre, mais en matière de basketball, c'est vrai, l'Angola règne. Mais au football, ils existent, au handball, partout. Donc le minimum de moyens et de dignité, ces délégations ont ces minimums de dignité-là. Et la Guinée aujourd'hui est un peuple sportif, est un peuple qui adore la culture. Donc on a besoin de cela. C'est vrai que le ministère fait toujours un effort pour trouver les billets d'avion, pour héberger les équipes. Mais forcément, le sponsoring, on a ces grosses compagnies guinéennes qui doivent apprendre, comme la CBG, comme GAC, toutes ces multinationales qui sont un peu dans la région de Bokeh et autres, doivent mettre la main dans la poche pour accompagner les sportifs. Voilà. Alors, Monsieur le Président, parlons à présent des équipes nationales. Grâce à la wildcard, la Guinée a participé, après 20 ans d'absence, bien évidemment, à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais cela s'est soldé par un échec cuisant. Comment l'expliquer? Est-ce que, justement, cet échec ne vient pas mettre à nu ce sentiment de progrès, ce faux sentiment de progrès qu'on avait dans le basket guinéen? Non. Il y a forcément le progrès. On ne participe pas à une CAN étant nul, étant médiocre. Non. C'est la crème de la crème qui se retrouve à la CAN. C'est les meilleures nations. C'est les 16 meilleures nations qui se retrouvent à la CAN. Donc, vous dire que moi, je refuse toujours de reculer. Et peut-être, j'ai réussi quelque chose aujourd'hui, des fois. J'ai réussi des choses, des fois, qui jouent contre moi-même. Parce que j'essaie de porter, je refuse que la Guinée soit en arrière. Je pousse toujours la Guinée en avant. Peut-être qu'on arrive des fois trop vite. Et d'où, des fois, le choc par ces résultats étonne. Les gens sont choqués, des fois, par ces résultats. On pense que c'est un échec. Non. Déjà, on n'a pas le droit, moi, je vais jouer ma partition jusqu'au bout. Je ne laisserai jamais la Guinée derrière. Je préfère être parmi les 16 premiers et finir 16e ou 14e que de ne pas y être. Quand tu n'es pas 16e. Voilà, donc il faut forcément avancer. Tu as des nations aujourd'hui qui rayonnent sur le basketball africain comme l'Angola. Il y a 10-15 ans en arrière, l'Angola prenait pratiquement des 80 points d'écart face au Sénégal, face au Mali, face à la Côte d'Ivoire. Ils ont eu même à recruter des entraîneurs sénégalais qui sont allés mettre la base du basketball en Angola. Et c'est les cycles de 4 à 5 ans. Aujourd'hui, l'Angola rayonne sur le basket africain. Et pour encore vous dire, tu as une nation comme la Tunisie qui ne savait pratiquement pas jouer au basketball il y a 10-15 ans. Mais la Tunisie a fait la même chose. Ils ont pris des entraîneurs angolais, ils ont pris des entraîneurs portugais, ils ont pris des entraîneurs sénégalais pour faire de la formation en Tunisie. Aujourd'hui, la meilleure nation de basketball, c'est en Tunisie. Et vous n'êtes pas sans savoir que la fédération tunisienne de basketball est plus riche que la fédération africaine de basketball. Et la fédération angolaise aussi de basketball a plus de moyens que la fédération africaine de basketball. Vous dire que c'est de très grosses batteries de basketball et c'est pratiquement des montants qui sont votés à l'Assemblée nationale. Ils ont des budgets autonomes qui les permettent de faire des recrutements, des formations durant toute l'année. Et voilà, malgré qu'ils n'ont pas la bonne morphologie, mais ils ont les moyens. Tu as l'équipe angolaise qui passe plus de temps aux États-Unis et au Portugal en préparation qu'à Luanda. Tu as le même cas avec l'équipe tunisienne qui fait deux fois 4 mois de préparation groupée au Portugal avant de venir. C'est différent des nations comme la Guinée qui font qui font de la préparation deux fois 10 jours, 5 jours avant les compétitions. Donc vous dire que c'est pas la même machine, mais on se bat au quotidien. Moi je vois que notre marge de progression est totalement croissante. Donc on se bat. Et vous allez voir, moi je pense que dans 5, 6, 7 ans, vous allez voir la Guinée totalement va s'inviter parmi ces meilleures nations, surtout qu'en matière de potentiel. Quand tu jettes un coup d'œil, la Guinée a la batterie aujourd'hui pour aller défier ces grandes nations, mais maintenant ce qui nous manque, c'est le minimum de moyens et la confiance pour que ces professionnels-là viennent jouer. Déjà, sur notre dernière fenêtre, on a réussi à utiliser un joueur comme Ahmed Doumbia, qui est l'un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs meneurs de jeu en France. Tu as aujourd'hui Rémi Barry qui a refusé de venir parce qu'ils n'ont pas... L'improvisation, ce n'est pas leur affaire, ce n'est pas leur truc. Venir 3 jours de préparation, 4 jours jouer, non. Tu as aujourd'hui un NBA, je voyais Amidou Diallo aujourd'hui qui est drafté par Oklahoma City et qui est totalement guinéen. Tu as le jeune Diakité qui joue en NCA, qui est à la porte de la NBA. Alpha Kaba qui est pratiquement en NBA. On a la batterie pour être champion d'Afrique. Mais maintenant, il faudra qu'on soit des gars, qu'on ait des moyens, qu'on ait la salle qu'il faut pour qu'on ait plus recevoir des matchs. Mais avec notre petit hangar, ce qu'on peut faire encore, c'est de l'animation qu'on fera. Le temps qu'on ait un peu ces infrastructures. Et aussi, le grand sponsor et des gens qui rêvent, qui croient en nous, qui vont nous aider. Et avec vos diffusions directes et autres, aujourd'hui, les gens nous suivent à l'étranger et disent « Oui, président, on veut venir ». Donc, vous dire que c'est un ensemble
beaucoup de choses qui peuvent nous permettre d'atteindre ce sommet. Mais ce qui est frustrant pour moi, ça je ne vous le cache pas, j'ai la victoire à 2 cm de moi. Mais pour l'avoir, c'est comme du diamant. Oui, mais quand vous dites que Rémi Barry refuse de venir parce que l'improvisation ne l'intéresse pas, ne faites-vous pas dans l'autoflagellation? Et non, nous on est obligé de toujours utiliser le bon langage, c'est du marketing, on est obligé de les attirer. Parce que je prends l'exemple, par exemple, sur M. Mohamed Doumbia, que la Côte d'Ivoire était allée courtiser. Quand le monsieur nous a rejoint à Tunis, à Rodez, moi aujourd'hui, le monsieur m'appelle au minimum, chaque 2-3 jours, il m'envoie un petit message. Il a même présenté pratiquement, je ne dirais pas ses excuses, mais il s'est dit, mais j'ai perdu du temps, je pouvais aider ces gars, ils ne sont pas misérables. On avait des jeux de maillot corrects, mais on les fait croire. Et c'est une très mauvaise politique guinéenne aujourd'hui de salir et de dénigrer son pays. Et c'est devenu pratiquement une pratique nationale chez nous. Il faut qu'on arrête. Et nous ne sommes pas aujourd'hui, regarde, nous sommes bien présentés, nous ne sommes pas aussi misérables que cela. On a des délégations aujourd'hui comme le Sénégal et autres, tout n'est pas rose au Sénégal. Et très souvent, tu as Gorgui, en tant que grand patriote, Gorgui Dieng, qui met la main à la poche pour débloquer d'autres situations. Donc je pense que les Guinéens aussi, on peut le faire, on peut être solidaire, on met la Guinée avant tout. Et cela est très important pour le développement du sport, et même dans d'autres domaines. Alors, on vous a vu lors des éliminatoires à Bamako, vous avez battu le Sénégal par exemple, vous avez battu le Cap-Vert, et puis lors du championnat d'Afrique, l'Afro-Basket, pardon, vous êtes passé tout près d'une victoire contre la Tunisie, par la suite qui a été sacrée championne. Est-ce que pour vous, ce n'est pas le manque d'organisation qui fait que vous n'avez pas de résultats sur le continent africain, mais ce n'est pas le talent qui manque? Et voilà, vous touchez encore un point, je vous l'ai dit, et on est obligé de faire tout avec les moyens de bord. On arrive dans des conditions pénibles sur Bamako. Et j'ai des professionnels qui arrivent, ils me disent, président, allons sur Bamako, moi je qualifie l'équipe. Cédric Massaré, qui me trouve là, je me rappelle encore au restaurant en ville, il dit, président, allons, moi je te qualifie ton équipe pour la Coupe d'Afrique. Je dis, tu peux, il me regarde, il dit, président, allons-y, moi je te qualifie l'équipe. On arrive sur Bamako, comme toute attente, la Guinée qui bat le Mali à Bamako. Ce qui est un exploit, je vais dire, pour ceux qui connaissent le basketball, c'est comme quand le Orea part battre Barcelone au Nou Camp. Voilà, c'est l'équivalent un peu. C'est-à-dire que c'est impossible, vu les infrastructures, vu les moyens. Et ce jour-là, deuxième match encore, les gens ont pris ça pour du hasard. On bat le Sénégal. Immédiatement, la fédération malienne nous offre sur le champ 2 millions de francs CFA, l'équivalent de 4 000 €, immédiatement, pour l'exploit, parce que c'est totalement incroyable. Il n'en revenait pas. C'est incroyable, Balabine. Tu peux le juger. Et voilà. Et on s'incline contre le Cap-Vert, dans des conditions ultimes, c'est-à-dire à la dernière minute. Je revois encore toujours ce shoot de Yacouba Silla qui rentre dans le cercle, qui tourne et qui sort. Vous voyez, la Guinée perd le match. On a 2 victoires, mais on passe premier. Maintenant, malheureusement, les moyens étant limités, qu'est-ce que la Guinée fait? On est obligé de replier sur Conakry, se réorganiser, repartir encore pour le match retour sur Dakar. Donc on arrive encore à Dakar dans des conditions encore extrêmement pénibles, très difficiles, parce que d'abord, quand tu viens dans ces conditions-là, l'équipe du Sénégal, par exemple, refuse l'hébergement qu'on l'offre, c'est-à-dire l'équipe se prend en charge, parce qu'ils viennent avec des moyens. Donc ils vont dans des hôtels un peu adaptés, où il y a tous ces soins de massage, où tu as kinésie, où tu as la cuisine, tout est bien fait. Et aussi, le Sénégal a été touché dans son amour propre, blessé dans son amour propre. L'équipe a été remaniée à 90%. C'est-à-dire, tu as toute une autre batterie de professionnels immédiatement. Et ce jour, ça, je vais vous le dire, tu as même Gorgui, je me souviens, qui a appelé ses joueurs dans les vestiaires face à la Guinée à la mi-temps pour les insulter, pour les traiter de tous les noms d'oiseaux dont vous ne pouvez pas imaginer, pour les laisser battre par la Guinée. Voilà, c'était un affront pour le Sénégal. Du ministère, de la présidence, tout le monde comme un seul homme, tous se sont levés et l'enfer était déjà préparé du côté de Marius Ndiaye. Donc une équipe guinéenne encore qui arrive de façon, comme vous le savez, totalement modeste, avec des moyens modestes, et avec des professionnels, d'autres qui ratent des avions. Il faut faire d'autres, c'est des échanges de dernière minute. Voilà, et d'autres n'aiment pas du tout l'improvisation, c'est des professionnels. Voilà, donc vous faites les moyens de bord, il faut jouer, il faut participer. Et on arrive. Le Mali aussi, qui a été battu, a remanié son équipe, a fait descendre d'autres joueurs qui venaient d'autres horizons. Voilà, donc le Mali, on perd le premier match contre le Mali dans des conditions avec un stade surchauffé et des conditions extrêmes. On perd encore contre le Sénégal, évidemment, parce que le Sénégal était remanié avec un autre niveau de jeu. Et sursaut d'orgueil, on arrive encore à battre encore cette fois-ci l'équipe capverdienne.
Voilà, ce qui nous a permis d'obtenir ce fameux sésame qui était la white card, parce que la zone ouest africaine est la zone la plus dure, parce que tu as au minimum 4 équipes qui sont toujours parmi les 4 ou les 5 meilleures équipes africaines. Donc la Guinée se sortit de ce chapeau, il faudra se réveiller à 4 h du matin. C'est pas du tout facile. C'est vrai que c'est pas évident avec le Mali, le Sénégal, le Nigeria, pour ne citer que... Tu n'as que de grosses batteries dans nos zones. Donc on est obligé d'être costaud et solide pour affronter. Pour revenir à votre question, on arrive à la Coupe d'Afrique, c'est vrai, on perd quelques matchs et c'est les champions d'Afrique que nous arrivons à neutraliser. Encore paradoxe guinéen pour vous dire que comme nous n'avons pas la chance, nous, de faire des matchs tests qui coûtent deux fois 25 à 30 000 $, qui coûtent totalement cher pour la fédération, on est obligé de faire nos matchs tests en championnat. Et d'où on remarque toujours qu'en fin de partie, l'équipe guinéenne se retrouve. Mais en ce moment, malheureusement, la compétition terminée. Voilà, donc maintenant l'objectif pour nous, c'est ça, c'est avant d'arriver dans ces compétitions, jouer beaucoup de match tests, avant d'y arriver. Là, on aura une équipe totalement, une très bonne équipe guinéenne qui peut affronter les autres. Mais chaque fois, l'improvisation, arriver à la dernière minute, vous l'avez suivi, la dernière fois, on est arrivé à Yaoundé, en 2 vagues, tu as une équipe qui est allée prendre un transit sur Addis Ababa pour rejoindre Yaoundé, tu as l'autre équipe qui est allée jusqu'à Libreville pour rejoindre... Et Yaoundé qui est arrivé pratiquement 2 heures avant le match. À ce niveau de la compétition, vous le payez cash, hein, David. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais il faut y être pour éviter ces grosses amendes. Alors, ces derniers temps, on a constaté un regain d'intérêt du département vis-à-vis du basketball. Vous l'avez dit vous-même, le ministère paye des billets, accompagne les équipes nationales. Mais est-ce que cette spirale négative enregistrée dans les résultats ces derniers temps ne risque pas justement de décourager un peu le département? Ne le craignez-vous pas? Non, je pense que le ministère est, je dirais, totalement satisfait de nos résultats. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on est qualifié pour toutes ces CAN. On vient par exemple de la CAN des U18 là, de Bamako il y a moins de 1 mois. C'est vrai, sur les 12 équipes, on a été 9e. Et encore, c'était le même problème. Les mêmes équipes qui nous ont battus en poule, on les a battus en match de classement. Vous dire que le manque de match test encore a fait que on n'arrivait pas à juger le niveau de nos adversaires avant de les rencontrer. Et il ne faut pas oublier aussi, il y a un gros phénomène qui joue contre nous. En Guinée, nous jouons sur un sol thermoplaste. Et quand on se déplace, le basket se joue sur du bois ciré, le parquet. Voilà. Donc, le rebond du ballon, l'adhérence du sol des chaussures, les appuis, tout change. C'est-à-dire un ballon qui est tapoté légèrement sur le parquet, il faut le taper 2 fois plus fort pour avoir le même rebond. Donc, d'où, des fois, tu as l'impression que les jeunes ne savent pas jouer là des premiers matchs. Et ils s'écroulent. Au second match, c'est la même chose. Au 3e match, on voit des gens qui maîtrisent. Il faut un temps d'adaptation. Merci. Et à la fin, on paye cash. Donc, c'est des grands défis que nous avons. C'est rapidement pousser le département à nous mettre des revêtements en bois ciré parquet et aussi nous améliorer un peu nos conditions de jeu avec des salles plus aptes à la pratique du basketball moderne. Donc je pense que je profite aussi pour saluer le ministère qui nous permet, comme je l'ai dit tantôt en début d'émission, le ministre Bantamasso fait beaucoup, ne ménage pas d'efforts du tout pour aider ces différentes fédérations. Aujourd'hui, on parle de taekwondo, on parle de football, on parle de toutes ces disciplines-là font aujourd'hui. C'est pas seulement le football aujourd'hui qui voyage. Toutes les disciplines aujourd'hui qui font un peu d'effort, qui existent sur le plan national, arrivent à participer à l'international. Donc je pense que tout le département aujourd'hui est totalement sensible un peu aux efforts de toutes ces fédérations. Vous voyagez, pardon, excusez-moi, oui. Malamine, vous voyagez, mais dans des conditions difficiles. Qu'est-ce qui explique cela? On paye quand même des billons et on vous accompagne, mais vous voyagez dans des conditions difficiles. C'est la machine qui est lourde. La machine est très lourde. C'est vrai que c'est le perdième. La machine n'est pas lourde. Oui, parce que le football a réussi à imposer son diktat. Le Syrie national arrive à imposer son diktat. Nous sommes en train de remonter la pente. Donc, ce serait hasardeux et périlleux de se comparer un peu à ce phénomène football. La vie, on marche ensemble, on n'est pas tous les mêmes. C'est la nature de la vie qui est comme ça. C'est vrai que tu as d'autres pays, comme le Mali et autres, où le basket est prioritaire. Au Mali, par exemple, le basketball te décaisse facilement l'argent que le foot, parce que le basket, ils sont champions d'Afrique. Okay? On les met beaucoup de moyens derrière, et ils ont des infrastructures qui vont avec.
c'est question de mentalité en fait. Donc aujourd'hui, on a la chance, moi je dis pratiquement c'est une chance d'avoir un ministre qui signe nos documents, qui nous permettent de voyager, et tout le ministère déjà en entier, je profite pour les saluer, parce que des chefs de délégation et autres, c'est vrai qu'on a des problèmes encore de décaisser du côté des finances pour voyager avec les moyens, ce qui totalement prépare la défaite. Voilà, donc ça c'est un deuxième cap à corriger. Je pense que cette année, le ministère se battra pour trouver de petits moyens et pour permettre aux délégations de voyager avec. Parce que c'est bien beau, comme vous l'avez dit David, aller au Cameroun ou aller en Tunisie, mais quand vous arrivez avec 0 franc dans le sac, bon, vous préparez vous-même la défaite parce que mentalement, psychologiquement, il n'y a rien à gagner. Tu joues face à une équipe malienne ou sénégalaise où, en cas de victoire, ils ont 2 000, 3 000 euros en cas de victoire, comme pour le tournoi de Bamako, toutes ces équipes sénégalaises et maliennes, chaque équipe, malgré la défaite, chacun s'est tiré au moins avec 2 000, 3 000 $ de primes déjà de sélection. Voilà. Donc, en face, nous, on n'a pas droit à des primes, nous ne sommes pas différents et nous ne sommes pas aussi pauvres que ces gens-là. Mais c'est, comme je l'ai dit, c'est un combat continu. On arrive. Moi, je pense qu'à court terme, c'est des choses qu'on va résoudre du côté de la Guinée aussi. David, il faut le reconnaître, à chaque fois qu'il y a eu un nouveau ministre des Sports, c'est le même discours. Je ne suis pas ministre du football, mais après, dans les faits, c'est toujours ce qui se passe. C'est encore timide, mais il faut reconnaître que ces derniers temps, quand même, il y a un regain d'intérêt pour les autres disciplines sportives de la part du département. C'est encourageant pour vous? Et totalement encourageant, c'est à saluer. Moi, je ne tarie pas d'éloge un peu pour tous ces cadres au ministère des Sports aujourd'hui qui sont très attentifs à nos requêtes, à nos demandes. On traite toutes nos demandes, on a satisfaction pratiquement à 80%, ce qui est énorme. Et cela fait quelques années qu'on n'avait pas du tout... on souffrait beaucoup. Les autres ne l'ont pas démérité. Hein. Ça, je suis pas... chacun a fait de son mieux. Mais maintenant, je pense que tous ces ministres qui sont passés ont fait de leur mieux. Mais M. Sow se bat au quotidien aussi pour améliorer. Je pense qu'on avance. Et je pense qu'il fait beaucoup d'efforts. Ça, il faut le reconnaître, il faut être reconnaissant. Et avec tous les cadres, même le secrétaire général est très attentif à nos requêtes. Il suffit de le voir pour n'importe quel dossier et il met la forme immédiatement. Et le ministre, il s'exécute, il essaie de nous aider. Voilà, c'est vrai que le côté, ils ne sont pas maîtres des finances. Les finances, ça se joue de l'autre côté au ministère des Finances. C'est de ce côté, je pense qu'il y a un peu d'effort à faire aussi pour accompagner ces équipes, parce que moi, des fois, je suis frustré qu'on y mette des billets totalement chers et avec un peu de primes, les Guinéens pouvaient gagner, mais malheureusement, chaque fois avec 0 francs, aller perdre et revenir réclamer les primes, des fois, je trouve même moi que c'est injuste. Mais est-ce que ce n'est pas dû aussi au manque de politique sportive? Parce qu'on voit avec le foot, il y a une convention qui a été votée au niveau de l'Assemblée nationale qui stipule que les équipes nationales de football, quand elles voyagent, les membres de la délégation, chacun a 2000, en tout cas des primes, des per diem. Au niveau de votre fédération, il n'y a pas cette politique. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, c'est pas là où il y a le combat? C'est battre pour qu'il y ait une politique sportive et que l'Assemblée nationale puisse vous accompagner. Oui, là on appelle aussi au bon sens de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a un problème qui existe, c'est un point de bon sens. Et il faut ça avant tout. Quelles que soient vos revendications, vos requêtes, l'Assemblée doit savoir que tu as le foot qui existe, tu as le basket qui existe, tu as le handball qui existe, tu as le karaté, tu as le taekwondo, tu as le judo, tu as plus de 33 disciplines sportives, je pense, qui sont aujourd'hui, qui sont délégataires, qui ont des délégations de pouvoir. Donc c'est à l'Assemblée de savoir, selon leur taille, selon leurs activités, de leur mettre des petits montants pour leur permettre d'exister et surtout de défendre de façon honorable la République de Guinée. Mais chaque année, de façon tacite, ils ne font que valider les mêmes dossiers, il ne faut pas que les gens soient étonnés qu'on ait les mêmes résultats. Voilà, donc c'est de ça qu'on vit. Il faut que les députés et autres aussi, surtout que tu as des commissions sport qui se disent, bon voilà, tu as le football qui prend un exemple, 80% du budget, moi ça ne me gêne pas. Le basket, tu les donnes 5% du budget, le handball peut-être 4%, et le volleyball 1 ou 2%. Et voilà, les autres, tu les donnes 0,2, 0,2 et autres pour les permettre de survivre, le temps qu'ils s'installent, le temps qu'ils fassent des compétitions et le temps qu'ils évoluent. Et c'est comme ça qu'on sortira un peu ce sport du trou. Même se disant les autres, zéro. Et voilà, mais nous, on a compris très vite qu'il faut continuer à courir. Parce que sinon, le but, c'est de t'éteindre. Et si c'est éteindre, nous, les jeunes qui ont confiance en nous, bon voilà, ils seront totalement dessus un peu. Ils savent que nous sommes des passionnés, pratiquement des fous, et nous adorons ces disciplines. Donc, partout, il faudra aller chercher les moyens, même si c'est chez David qu'il faut aller dormir à 4 h du matin pour qu'on joue au soir. Nous, on le fera. Donc,
Nous, de façon continuelle, on est sur le terrain et on se bat pour faire avancer les choses. Alors, Monsieur le Président, on sait que par le passé, le basket a toujours été une discipline scolaire en Guinée. Est-ce toujours le cas? Oui. Le basket reste une discipline scolaire. Moi, c'est un combat continu, même un défi pour nous permettre de développer le basket dans le milieu scolaire. Mais malheureusement, nous sommes confrontés des fois à de très grosses difficultés parce que le basket scolaire a pratiquement sa fédération. Voilà, donc ils ont une organisation interne, et ils essaient de faire leurs animations comme ils peuvent. C'est vrai que c'est de l'animation qui ne nous permet pas forcément d'atteindre le basketball d'élite, mais moi je me rapproche d'eux petit à petit. Je pense qu'on s'entend sur peut-être le fond et peut-être même la forme. Et le combat, c'est toujours les interpeller, les approcher, qui viennent et les prérogatives. Je pense que nous, on ne va pas du tout les prendre, mais les accompagner techniquement, faire beaucoup de formations un peu en milieu scolaire pour permettre à chaque école, par exemple, d'avoir des instructeurs, soit entraîneurs, des officiers, des OTM, officiers de table, des chronométreurs, pour les permettre d'officier des matchs à l'interne de façon réglementaire et de façon professionnelle. Et c'est en cela qu'on pourra développer le basketball. Mais c'est très compliqué, c'est très, très difficile et pour nous de suivre un peu de façon continue un peu tous ces chantiers. Et là, nous avons au sein de la fédération des gens qui sont nommés pour ce poste. Je pense qu'en 2019, ils se mettront à la tâche pour encore créer un très très grand engouement au niveau des scolaires et des universitaires. Et moi, mon rêve d'ailleurs, c'était de créer un championnat national universitaire et ramener le basket totalement dans les universitaires. Et cela nous permettra à court terme de remonter la pente et de défier les grosses... Alors, Monsieur Keita, il y a 11 ans que vous êtes à la tête de cette fédération guinéenne de basketball. 7 ans. 7 ans? Ouais. D'accord. Je n'ai pas les bons chiffres, mais est-ce que quand vous regardez dans le rétroviseur, avez-vous le sentiment d'avoir fait progresser le basket en Guinée? Moi, je pense que mon bilan, d'ailleurs, il se résume par vous. Le fait simplement de mettre un match de basketball en direct. Vous ne le faites pas parce que vous aimez ma tête. Vous ne le faites pas parce que vous aimez, je vais même dire le basketball. Non. Vous le faites parce qu'il y a un tout petit engouement, il y a un petit professionnalisme aujourd'hui qui est instauré un peu dans le milieu de ce basketball, et vous venez filmer pour ces millions d'auditeurs et d'auditrices et téléspectateurs qui suivent à travers toute la Guinée et le basketball. Ça veut dire qu'on produit du beau basket. Et ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, en Guinée, on parle de 4 clubs qui sont en demi-finale, on parle de play-off, on parle de derby, on parle de Coupe d'Afrique des Nations, on parle d'organisation de Coupe d'Afrique des Nations sur Conakry, on parle d'entraînement, de formation des meilleurs arbitres africains sur la Guinée, on parle d'arrivée de meilleurs entraîneurs africains sur Guinée, on parle de palais des sports totalement rénové, on parle aujourd'hui, vous avez les panneaux lumineux que nous avons, les poteaux de basketball que nous avons sont les plus modernes qui existent en Afrique. Vous allez partir à Radès, vous n'allez pas trouver ces panneaux de basketball. Vous allez partir même dans la nouvelle salle de Dakar Arena, vous n'avez pas ces stands de basketball. Donc malheureusement, c'est des intrus, c'est des palais, c'est des poteaux qui se retrouvent dans une salle. Je veux dire, ça tue la valeur un peu de nos équipements. Mais qu'est-ce que vous voulez? On est obligé d'aller avec et on les a installés ici. Donc vous dire que le bilan part de lui-même. Et David même l'a dit, on a démarré avec 3 clubs en Ligue féminine. Aujourd'hui, on se retrouve à 6. Et l'année prochaine, déjà, moi, je vois au minimum 9 clubs. Tu as l'équipe de Mamou de Sangaré qui était sur Conakry. Et le défi pour moi, c'est d'avoir un club de Zéro Corée de la Forêt pour qu'on puisse faire le maillage national, qu'on puisse jouer du côté de la Forêt. Et ça encore, je sais que 6 médias sera avec nous de ce côté. Et il y aura... Et visiblement, Mamou, qui a toujours été une ville de basketball, est en train de revenir. Revenir, et ça, il faut le saluer, et je vous le dis, peut-être vous ne pas sans savoir, j'ai vu des opérateurs économiques de premier ordre de Guinée suivre les matchs de Mamou et qui ont promis de doter de Mamou de toutes ces infrastructures modernes. Ça, c'est impressionnant. Mamou, aujourd'hui, est plus nanti que le club de Conakry. Et ça, c'est à saluer. Je profite pour saluer, tu avais M. Nana Kourouma qui a suivi tous les matchs de Mamou. Et la délégation de Mamou nous a dit que monsieur le ministre Bantamasso a pris tout en charge. C'est-à-dire qu'il a financé du bout en bout le déplacement de l'équipe. Et ça a salué. Sangaredi aussi est venu avec ses maigres moyens. Je salue M. Issaga Keita de ce côté aussi qui travaille du côté de la CBG, qui se bat au quotidien pour redonner visage un peu à cette société minière à travers ses équipes qui étaient là en hommes et dames. Pour dire que tu as des Guinéens inspirés, tu as des bons Guinéens qui mettent des moyens pour faire plaisir à toute une communauté. Vous venez de mettre le doigt sur un paradoxe inexplicable à David Chopin. Sangaredi
une ville minière, Kamsar, une ville minière, comment ces équipes de basket de ces villes-là peuvent être des parents pauvres du basketball national? C'est quand même inouï. C'est ça la Guinée, c'est-à-dire c'est difficile à expliquer, c'est ça. D'où je vous dis qu'il faut forcément des passionnés un peu dans ces régions, dans ces villes. Même au niveau du football, les équipes de Bokeh sont des équipes misérables. Voilà. Sinon même le Grand Orea devait avoir son rival du côté de la zone minière. Ouais. Ça c'est une logique. C'est-à-dire ces équipes viennent de voir à dos de excusez-moi, des minibus totalement dans des états mais inexplicables, hein, deux fois dans des taxis. C'est incroyable. Et tu vois le nombre de 4x4 qui quittent la région avec ses directeurs et ses cadres. Que faut-il faire pour inverser cette tendance? Il faut du bon sens. Moi, je pense qu'il faut forcément une volonté politique poussée. Il faudra que le département des sports tape sur la table pour voir ses directeurs et ses managers leur dire mettez à disposition le minimum d'équipements modernes pour ces équipes et surtout de moyens pour qu'ils puissent. Et aussi, il faudra nommer peut-être même David ou Balamine ou peut-être même moi. Il faudra prendre des managers à Conakry, les nommer, les rémunérer et les amener à recruter des joueurs, former des équipes pour ces régions. Pas forcément comme ils ont tendance à le faire chaque fois. Prendre un chef de quartier localement, recruter localement, voilà, prendre des copains dans la ville et on appelle ça l'équipe préfectorale, l'équipe régionale. Non, il faut faire des équipes d'élite aujourd'hui. Tu es obligé de recruter des professionnels pour atteindre, pour redonner un nouveau visage un peu à ces disciplines. Localement, c'est vrai, tu ne négliges pas, tu fais des centres de formation, tu formes, tu fais de l'animation. Mais sur le plan, tu es obligé de recruter aujourd'hui des professionnels pour avoir de très bons résultats si tu vas aller de l'avant. C'est vrai que c'est frustrant, c'est toujours avec un pincement au cœur quand tu vois ces équipes qui arrivent depuis plusieurs années, toujours le même discours. Oui, ça va aller, ils ont beaucoup de moyens, ils sont plus nantis que ces clubs de Conakry qui sont des fois gérés par de simples fonctionnaires passionnés, mais bien organisés, avec peu de moyens, ils arrivent à s'imposer. Un club comme le SLAC, par exemple, c'est M. Abbas Issaoui, un opérateur économique libanais qui est là, c'est pas forcément le plus nanti de la ville, mais c'est un modèle d'organisation, il a l'un des meilleurs clubs de la ville. MBC aussi, tu as M. Amadou Kamara qui met beaucoup de moyens, une très bonne organisation. Tu as Koumandian qui est géré par le jeune Adama Amara Babila, un tout jeune cadre aussi, qui met beaucoup de moyens et c'est visible. Son club aujourd'hui fait partie des clubs d'élite. Les autres sont gérés par des compagnies. Et la lanterne, ils sont toujours au fond du classement. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, est-ce que ce n'est pas de votre rôle aussi d'aller aider ces localités? Parce qu'il y a quand même une ristourne de 5% pour ces localités qui arrivent. Après, vous allez mettre une bonne politique en place pour aider ces localités à dire aussi à la compagnie, voilà ce qu'on souhaite pour cette année. Oui, mais les gens profitent des faiblesses un peu de la Guinée. Chaque compagnie qui vient essaie de profiter de nos faiblesses pour abuser de nous. Tu as par exemple l'équipe de Kindia qui vient par exemple, tu as SBK à Kindia. Tu as les manœuvres qui sont transportées tous les jours dans des bus. Tu as l'équipe de Kindia qui vient par des taxis, 2 devant, 4 derrière. Moi, des fois, je ne vous dis pas, des fois, tu as totalement les larmes aux yeux. C'est difficile. C'est totalement difficile. Je fais semblant des fois de résister, de tenir et de banaliser un peu ce qu'on voit, qui viennent dans des conditions difficiles et qui font un très bon championnat. Comme je vous l'ai dit, tu as une salle de Kindia qui n'est pas vétuste, mais qui est d'un autre âge que nous essayons de réhabiliter. C'est incroyable. Et là, pour donner comme exemple, la dernière fois qu'il y a une de mes joueuses qui vient me voir, président, je viens de la maison et ma maman, sa mère l'a rabrouillée. Que tu joues au basket, ça fait plus de 10 ans, et tu rentres le soir, tu dis que tu as faim. Elle venait du voyage de Yaoundé en fait. Mon Dieu. Donc elle vient de voyage, elle rentre à la maison, elle dit qu'elle a faim. Donc sa mère dit non, mais va acheter du pain. Elle dit mais tu vas acheter du pain avec quoi? Elle n'avait pas d'argent. Donc sa mère lui dit, mais arrête le basket, fais comme les autres, dames, va travailler. Ouais. Donc, tu n'as pas de modèle. Et c'est le gros problème que nous avons. On essaie de faire rêver les jeunes, mais tu n'as pas de modèle. Au Sénégal, les filles ont été 7, elles sont championnes d'Afrique, mais on leur remet des villas, on déplace un vol spécial pour les récupérer, pour les célébrer. Ça passe en live sur la télé. Et nous sommes à l'état embryonnaire, c'est-à-dire qu'il faut faire bouger les mentalités, les consciences. Et comme je l'ai dit, moi, le plus gros rêve, moi, c'est de voir un directeur, un Guinéen, se lever, et soit le port autonome, comme dans tous les pays où il y a un port. Dans tous les pays du monde où il y a un port, c'est un gros support pour les disciplines sportives. Ouais. Le foot, et tu as l'AS Douane aussi qui existe. Ils ont des régies financières, c'est des gens qui ont l'argent. Voilà. Donc, eux, ils sont en mesure
de supporter une équipe sans souffrir. Ça ne demande pas grand-chose, supporter une équipe. Donc, c'est le défi que nous avons. Donc, on se bat au quotidien pour les bousculer, pour les amener dans l'ère moderne et pour les faire avancer. Je profite pour saluer aussi le directeur de l'ARPT, par exemple, qui nous aide beaucoup, qui nous donne de très grands coups de main au développement du basketball. Ça, il faut le saluer. Tu as les Guinéens qui le font. Donc, c'est de pousser le maximum. Et tu as M. Soiré aussi, à travers sa télé, à travers aussi les aides qui sont faites à plusieurs clubs, à plusieurs autres maladies, même grâce au Orea aujourd'hui, qui anime constamment le championnat. Donc, vous dire qu'on a besoin de beaucoup encore pour que la Guinée puisse ressembler aux autres. Merci, M. Sakoba Keita. Nous vous souhaitons bon vent. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également, David Chapin. Ça n'est fini pour Question de sport. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro avec un autre invité.